Bonjour à tous. Je vais donner dans cette vidéo la correction d'un exercice sur les espaces préhirbertiens réels. L'énoncé soit E, le R espace vectoriel des fonctions à variables réelles continues et de pi périodique. Exemple, les fonctions cosinus, sinus, exemple. Pour fg appartient à E, on pose fg égale 1 sur pi, l'intégrale moins pi de f de t, g de t, dt. Donc le symbole, c'est le produit scalaire en fait. Et ça, c'est la première question qu'on va faire, petit a, montrer que ce symbole-là, c'est un produit scalaire sur E. Voilà, donc ça, c'est la première question. Donc je rappelle que le symbole fg il est donné par 1 sur pi, l'intégrale moins pi de f de t, g de t, dt. Donc ça, c'est une application en fait. L'ensemble de départ, c'est le E croix E, et l'ensemble d'arrivée, c'est le R. Et donc il s'agit de montrer que c'est une forme bilinéaire, symétrique, définie et positive. Donc c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire un produit scalaire? C'est une forme bilinéaire, symétrique, définie et positive. Une forme, ça c'est clair, parce que déjà 1 sur pi fois l'intégrale moins pi de f de t, g de t, dt, c'est un réel. Appartient à R. Donc une forme, c'est une application linéaire telle que son arrivée égale R ou C. Dans ce cas-là, l'arrivée est R. Déjà, on travaille dans des espaces préhirbertiens réels. Donc ici, on va toujours considérer les alphas ou bien les constantes réelles. Deuxièmement, symétrique. Donc ça, c'est clair, parce que le produit scalaire fg, c'est le produit scalaire gf. Parce qu'en fait, l'intégrale de f de t, g de t égale l'intégrale de g de t fois f de t. Ça, c'est clair à montrer. Donc, il s'agit bien d'une forme symétrique. Maintenant, bilinéaire. Donc, il s'agit de montrer la linéarité à droite et à gauche. Donc, pour montrer la linéarité à droite, ou bien par rapport à la première composante, alpha f1 plus f2g, on peut montrer ça, c'est le alpha produit scalaire f1g plus produit scalaire f2g. Et ça parce que déjà l'intégrale, elle est linéaire. Et en utilisant le fait que la forme déjà, elle est symétrique, elle sera bilinéaire. Maintenant, défini positif. Donc, il s'agit de montrer que le produit scalaire ff, elle est positif, elle est supérieure ou égale à 0. Et le produit scalaire ff égale à 0, équivalent dire que f égale 0, c'est-à-dire la fonction nulle. Donc ça, c'est clair à montrer en fait. Voilà, qu'en conclusion, il s'agit bien d'un produit scalaire parce qu'il il vérifie donc toutes les conditions. C'est une forme bilinéaire, symétrique, définie et positive. La question petit b maintenant. E est-il un espace euclidien? Justifiez la réponse. Donc, je rappelle qu'un espace euclidien, c'est un espace préhirbertien réel, mais de dimension finie. C'est-à-dire, c'est un espace vectoriel muni d'un produit scalaire, mais de dimension finie. Dans ce cas-là, le E, c'est le R espace vectoriel des fonctions à variables réelles, continues et de pi périodique. Donc, je rappelle, ça c'est le E, ça c'est l'espace où on travaille, mais E, il est de dimension infinie. En effet, la famille formée par les fonctions sinus nx avec n appartient à n étoile, elle est libre. Donc cette famille, elle est de cardinal infini dans E, et donc E ne peut pas être de dimension finie. Et donc forcément, E, elle est de dimension infinie. Déjà, elle comporte une famille libre de cardinal infini. Alors, E n'est pas euclidien. La deuxième question maintenant. Soit f1, f2 appartient à E, défini par f1 de x égale cos x et f2 de x égale cos 2x. Petit a, calculer la norme de f1, la norme de f2 et le produit scalaire f1, f2. Donc on va commencer par calculer la norme de f1 au carré. Donc par définition, ça c'est le produit scalaire f1, f1. C'est-à-dire ça c'est le 1 sur pi fois l'intégrale moins pi de f1 de t au carré dt. C'est-à-dire c'est 1 sur pi l'intégrale moins pi de cos t carré dt. Je rappelle maintenant la formule trigonométrique. Cos A cos B égale 1 demi cos A plus B plus cos A moins B. Donc si on va prendre A égale à B égale à T, on va trouver cos T, c'est-à-dire cos T au carré égale 1 demi cos de T plus 1. Donc ici on facteur le 1 demi bien sûr.
1 demi cos de t plus 1. Donc le 1 c'est le cos t moins t, c'est-à-dire cos 0. Et le cos de t c'est le cos t plus t. Voilà, donc si on va appliquer cette formule-là, on va trouver que l'intégrale que nous sommes en train de calculer, c'est l'intégrale en fait de 1 demi cos de t plus 1. C'est-à-dire, c'est 1 sur 2pi fois l'intégrale cos de t plus 1 sur 2pi dt. Donc juste ici, on a développé et on peut faire sortir le 1 sur 2pi de l'intégrale puisqu'elle ne dépend pas de t. Voilà, donc ici la primitive de cos de t, c'est 1 demi sinus de t. Et la primitive de 1, c'est t. Voilà, donc on va trouver comme ça, voilà. Donc ça c'est la primitive. Donc 1 demi sinus de t, donc c'est la primitive de cos de t. Et t c'est la primitive de 1. Voilà, donc ceci va donner 0 clairement en remplaçant t par pi et en remplaçant t par moins pi. Et de même, t, lorsqu'on va remplacer t par pi, ensuite t par moins pi, on va trouver 2pi. Donc on va trouver pi moins pi, c'est-à-dire 2pi. Et donc vous pouvez remarquer que le résultat final, ça va donner 1. Voilà, donc la norme de f1 au carré égale à 1. C'est-à-dire la norme de f1 égale à 1. Dans ce cas-là, on dit que f1 est un vecteur unitaire. Maintenant, de même, on va calculer la norme de f2 au carré. Ça, c'est le produit scalaire f2. C'est-à-dire, c'est 1 sur pi, l'intégrale moins pi de f2 de t carré dt. C'est le 1 sur pi, l'intégrale moins pi cos carré de t dt. Toujours, je vais revenir à la formule précédente. Donc, précédemment, on a montré que cos t carré, c'est 1 demi cos de t plus 1. Et donc, si on va calculer le cos carré de t, ou bien le cos de t, le tout au carré, ça sera 1 demi cos 4t plus 1. Voilà, ça c'est par analogie en fait. Juste, il suffit de remplacer t par 2t. Et donc, on va obtenir que la norme de f2 au carré, c'est 1 sur pi fois l'intégrale moins pi de 1 demi cos 4t plus 1 dt. Et ceci, ça va donner, donc comme le calcul précédent, 1 sur 2pi fois 1 demi sinus 4t compris entre moins pi et pi et t compris entre moins pi et pi précédé de 1 sur 2pi. Donc le premier crochet va donner 0 en fait, sinus de 4pi moins sinus de moins 4pi en fait, on va trouver 0. Et pour le deuxième crochet, c'est analogue au calcul précédent. On va trouver pi moins pi, c'est-à-dire 2pi. Et donc, ce calcul va donner que la norme de f2 au carré égale à 1, comme précédemment. C'est-à-dire, la norme de f2, elle est aussi égale à 1. Maintenant, on passe au calcul du produit scalaire f1, f2. Ça, c'est le 1 sur pi, par définition, l'intégrale moins pi de f1 de t fois f2 de t. C'est-à-dire, c'est l'intégrale cos t, cos de t. Je reviens toujours à la formule. Cos A, cos B, c'est 1 demi, cos A plus B, plus cos A moins B. Donc, si je remplace A par T et B par 2T, on va trouver cos T fois cos de T égale 1 demi, cos 3T plus cos T. Donc, la somme ici, c'est 3T et la différence, c'est moins T. Et vous connaissez que cos de moins T, c'est égal à cos T, parce que cosinus, elle est paire. Ainsi, donc si je calcule le produit scalaire f1, f2, on va trouver 1 sur pi, l'intégrale moins pi de 1 demi cos 3t plus cos t dt. Et donc, les primitives respectives sont 1 tiers sinus de 3t et sinus de t. Et donc, on va faire sortir 1 sur 2 pi. Voilà. Et donc, le premier crochet va donner 0 et aussi le deuxième. Parce que sinus de 3pi égale à 0 et de même sinus pi égale 0. Voilà, c'est-à-dire le produit scalaire f1, f2 égale à 0. C'est-à-dire dans ce cas-là, on dit que f1 et f2 sont orthogonaux. La question petit b maintenant, soit h égale vect de f1, f2. Montrer que la famille f1, f2 est une base orthonormale de h. Donc déjà, on a le produit scalaire f1, f2 égale à 0. C'est-à-dire la famille f1, f2, elle est orthogonale, comme j'ai dit précédemment. Ou bien on dit que les deux vecteurs sont orthogonaux, alors elle est libre. Donc ça, c'est un résultat du cours.
toute famille orthogonale, elle est libre. D'autre part, la famille F1, F2 est une famille génératrice de H, et ça c'est par définition, parce que H égale vecte de F1, F2. Et donc, la famille F1, F2, c'est une base. Or, elle est orthogonale, et de plus, la norme de F1 égale la norme de F2 égale à 1. C'est-à-dire, il s'agit bien d'une base orthonormale de H. La question c'est, montrer que E égale H sont directs H orthogonal. Donc ici, on va utiliser le théorème suivant. Soit E un espace pré-hilbertien réel, si F est un sous-espace vectoriel de dimension finie, alors E égale F sont directs F orthogonal. C'est-à-dire F et F orthogonal sont supplémentaires et orthogonaux dans E, s'il s'agit d'un sous-espace vectoriel de dimension finie. Donc ici, H est un sous-espace de dimension 2. Déjà parce que F1, F2 est une base de H. Alors, le E, ça sera H, somme directe H orthogonale. Donc il s'agit de appliquer le théorème précédent avec F égale à H. Déjà le H, il est de dimension finie, égale à 2. Voilà, ça c'est le résultat. Donc on va trouver que H et H orthogonal, ils sont supplémentaires dans E. La question 3. Soit G appartient à E tel que G est pair, et quel que soit T appartient à l'intervalle 0π, G de T égale à T. La question petit a, déterminer pH de G, c'est la projection orthogonale de G sur H. Donc je rappelle que la projection orthogonale, c'est une application en fait, c'est un endomorphisme de E vers E, qui a X égale A plus B associe A, avec A appartient à H et B appartient à H orthogonal. Déjà, on sait que tout élément de E, il s'écrit sur la forme A plus B, parce que E égale H plus H orthogonal, avec A dans H et B dans H orthogonal. Donc la projection orthogonale sur H de A plus B, elle va faire sortir le A. Voilà, donc tout d'abord, je vais commencer par donner un graphique, en fait, ou bien je vais dessiner l'application G, l'allure. On va commencer par dessiner l'allure de notre application, de notre fonction G. Donc, si on travaille dans l'intervalle 0π, le G de T égale T. C'est-à-dire G de 0 égale à 0 et G de π égale à π. Donc, l'allure, ça sera comme ça. Voilà, donc l'allure de la fonction G dans l'intervalle 0π. Maintenant, pour calculer, par exemple, G de 2π, on connaît que G, elle est périodique. Parce que G, elle appartient à E. Donc, elle est 2π périodique. Et donc, G de 2π égale à G de 0, en fait. Parce que G, elle est 2π périodique. C'est-à-dire, G de 2π égale à 0. Voilà. C'est-à-dire, on va trouver comme ça l'allure. Et puisque déjà, elle est 2π périodique, donc, cette allure, elle va se répéter, voilà, donc, dans chaque intervalle de longueur 2π. Puisque déjà, G, elle est paire, donc G de moins pi, par exemple, ça sera égal G de pi. C'est-à-dire, on va trouver pi. Voilà, donc G de moins pi égale à pi. Ça, c'est parce que G, il est pair. Et voilà, donc en utilisant la parité et le fait qu'elle est 2π périodique, voilà, on peut tracer l'allure de notre fonction G. Voilà, donc ça, c'est l'allure de notre fonction G. Maintenant, la question, on sait que la projection de G sur H appartient à H. Ça, c'est par définition. Alors, il va s'écrire sur la forme alpha F1 plus bêta F2. Parce que F1, F2 est une base de H. Et donc, la projection de H sur G va s'exprimer en fonction des éléments de la base. Avec le alpha, c'est le GF1, c'est le produit scalaire GF1. Et bêta, c'est le produit scalaire GF2. Donc, ça, c'est un résultat du cours. La projection, dans le cas général, elle va s'écrire sur la forme. La projection de X, c'est la somme de XEI, EI. Avec E1, E2 jusqu'à En est une base orthonormale de H. Donc ici, on va travailler avec la base F1, F2. C'est une base orthonormale de H. Or, si on va calculer maintenant le produit scalaire GF1, c'est-à-dire c'est le 1 sur pi, l'intégrale de moins pi pi de G de T fois F1 de T dt. Or, déjà la fonction G, elle est paire, puisque la fonction G, elle est paire, et la fonction F1 aussi, elle est paire. Je rappelle que F1, c'est la fonction cosinus. Donc, ici, l'intégrale de moins pi pi, c'est 2 fois l'intégrale 0 à pi.
Voilà, et donc on va trouver 2 sur pi, l'intégrale 0 pi de g de t fois f1 de t dt. Donc ça, on a utilisé le fait que g et f1 sont deux fonctions paires, et le produit de deux fonctions paires est pair. Et ça va donner l'intégrale 0 pi de t cos t dt. Bien sûr précédé de 2 sur pi. Voilà. Et à l'aide d'une intégration par partie, on aura le produit scalaire gf1 égale moins 4 sur pi. Voilà, donc ça, c'est à l'aide d'une intégration par partie. De même, on aura le produit scalaire gf2 égal à 0. Donc, le produit scalaire gf2, c'est le produit scalaire, en fait, c'est l'intégrale de g de t fois f2 de t dt. Et de même, on va utiliser le fait que g est une fonction paire et f2, elle est aussi paire. Et donc, on va avoir que la projection de G sur H égale moins 4 sur pi F1. La dernière question maintenant, on déduire l'inf sur AB appartient à R carré de l'intégrale de 0 à pi de t moins a t cos t moins b cos de t carré dt. Donc, je commence tout d'abord par mentionner que l'inf de l'intégrale 0 pi t moins a cos t moins b cos de t au carré dt, ça c'est l'inf de g de t moins h de t au carré dt, en fait. Parce que le t, c'est le g de t, en fait, et la quantité a cos t plus b cos de t, ça c'est le h de t, avec h appartient à un grand H. Donc si je prends une fonction h appartient à un grand H, elle va s'écrire sous la forme combinaison linéaire de f1 et f2. C'est-à-dire, elle va s'écrire sous la forme petit a cos t plus petit b cos de t, ou bien alpha bêta au lieu de ab. Et donc, ça c'est l'inf en fait sur h appartient à un grand H. Mais maintenant, je vais écrire pi sur 2, l'inf 2 sur pi. C'est-à-dire, on a multiplié par pi sur 2 et on a multiplié par pi sur 2 et par 2 sur pi. C'est-à-dire comme si on n'a rien fait. Donc ça, c'est juste pour faire apparaître, donc cette quantité-là, c'est la norme en fait de g moins h au carré. Donc je rappelle que la norme de g moins h au carré, c'est le produit scalaire g moins h. Et le fait que g moins h est une fonction paire, donc ceci va donner que l'intégrale en fait de moins pi, c'est 2 fois l'intégrale de 0 à pi. Donc voilà, donc le calcul va donner que cette quantité-là, c'est l'inf que nous sommes en train de calculer, c'est le pi sur 2 fois l'inf de la norme g moins h au carré. Mais ceci est égal l'inf de g moins h, le tout au carré. Parce qu'ici, nous sommes en train de calculer l'inf de quelque chose positif. Et donc, l'inf de carré, c'est le carré de l'inf ici. Parce que les normes, déjà, ils sont positifs. Donc, faire l'inf, puis calculer le carré, ou bien calculer le carré, puis déterminer l'inf, on va trouver la même chose, puisque déjà, les normes g-h sont des quantités positives. Or, l'inf g-h, ça, c'est en fait, c'est g moins la projection de g. Voilà. Et donc, on va trouver pi sur 2, g moins la projection de g sur h au carré. Or, je rappelle que la projection de g sur h, ça a été calculé dans la question précédente, et on a trouvé que ça c'est moins 4 sur pi f1. Et donc, ceci va donner pi sur 2, g plus 4 sur pi f1, le tout au carré. Or, la norme de g plus 4 sur pi f1 le tout carré, tout calcul fait, on va trouver 2 pi carré sur 3 moins 16 sur pi carré. Et donc, l'inf que nous sommes en train de calculer, ça c'est le pi au cube sur 3 moins 8 sur pi. Voilà. Finalement, je vous remercie pour votre attention.